Bonjour, nous allons à la rencontre d'une femme dont la vie a testé sa foi. Elle est passée par des épreuves que nombreuses vivent et que peu le savent. Rencontrons Julie, cette Amazone des temps modernes qui se bat pour des causes humaines indéfinissables. Bonjour et bienvenue sur le Serena Talk Show. Aujourd'hui, nous recevons Julie. Bonjour Julie. Bonjour Serena. Comment tu vas? Ça va super. Ça va super. Donc alors Julie, tu es l'initiatrice de Prema Babies et de Lily Workshop. Alors, Prema Babies, c'est une association et Lily's Workshop, c'est un organisme de formation. Donc, c'est quelque chose que je fais en soutien social et familial pour Prema Babies, et pour Lily's Workshop, c'est plus le côté entreprise et business. Comment tu fais pour concilier donc la femme d'affaires et la femme qui a monté une structure par le cœur? En fait, les deux sont faits avec le cœur. Oui. C'est très simple chez moi. J'arrive pas de toute façon à faire quelque chose si ce serait autrement qu'avec le cœur. Par contre, c'est justement lier le cœur à la tête. Voilà, donc avoir beaucoup d'idées qui viennent de là, mais justement pouvoir les canaliser et les concentrer pour créer quelque chose qui est viable dans la société dans laquelle on vit. Parce qu'il ne faut pas se leurrer et se dire je fais que les choses avec mon cœur, ce que j'ai fait pendant longtemps, et finalement il n'y a pas de retour financier. On peut pas se dire je suis chef d'entreprise ou je suis femme d'affaires si j'ai pas de retour financier. Et ça a été là un petit peu mon tort les 2 premières années, parce que j'ai du mal à demander une contribution, une rétribution même financière, parce que j'ai envie que tout le monde ait accès aux services que je propose. Donc c'était un challenge de devoir concilier ces 2 aspects-là, mais aujourd'hui ça va, j'ai réussi à quand même pouvoir concilier les deux. Voilà. Pourquoi ça a été important pour toi de créer ça? Oui. Alors, Prema Babies dans un premier temps parce que ma fille est née grande prématurée et qu'il n'y a pas d'association à La Réunion, donc c'était vital pour moi d'en créer une, parce que je ressentais énormément le besoin de pouvoir partager mon expérience avec quelqu'un. J'ai eu l'occasion de le faire dans l'ascenseur pendant les 2 premières semaines de vie de ma fille, et je peux te dire aujourd'hui que ça a été l'élément déclencheur de... En fait, on a vraiment besoin de parler. En tant que parent de prématuré, c'est super important. Aujourd'hui, on est une bonne petite communauté et voilà, je me dis qu'au bout de 2 ans et demi de création, je suis bien à ma place. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on est vraiment bien en tant qu'association là aujourd'hui. On est présent, on commence à être assez, je dirais pas le terme connu, mais assez présent plutôt pour les familles dans des institutions, donc c'est très important. Deuxièmement, Lily's Workshop, ça a été ma passion pour l'anglais, parce que du coup je suis bilingue, j'ai vécu 7 ans en Australie, donc j'ai vraiment envie d'amener les gens à apprendre l'anglais de manière complètement anticonventionnelle, ludique, avec aussi une dimension de compréhension de soi. C'est très important pour moi d'allier les deux, parce que aussi je suis passionnée de neurosciences, et apprendre une nouvelle langue, c'est vraiment... ça permet une expansion du cerveau, ça permet d'avoir l'esprit ouvert, d'avoir l'esprit tolérant, de pouvoir comprendre comment d'autres cultures aussi fonctionnent. Et il faut se dire qu'aujourd'hui, l'anglais, il est accessible à tout le monde. Je sais qu'en France, principalement, et à La Réunion aussi, on fait beaucoup de blocages par rapport à l'anglais, en se disant non mais c'est bon, c'est trop tard, j'ai 50 ans, 60 ans, je peux pas, mais j'ai envie de voyager, je me bloque. Non! En fait, avec moi, l'anglais, il devient facile. Et fun. Et fun. Et fun, surtout. Voilà, c'est ça. Et avec cette dimension, on va être sérieux, d'accord, mais on va aussi beaucoup rire. D'accord. Voilà. Donc tes 2 structures, c'était vraiment suite à des expériences de vie. Oui. J'aimerais que tu me racontes donc un petit peu plus ton histoire à toi. Oui. Comment c'est arrivé à tout ça? Quand je suis partie en Australie, donc j'avais 21 ans quand je suis partie. Je voulais faire des études en management hôtelier. En fait, mon but, c'était de faire 3 ans en Australie, 2 ans à Dubaï après, et ensuite revenir à La Réunion et ouvrir ma structure boutique hôtel qui est toujours en projet. Voilà. Je l'ai pas lâché, mais voilà. Donc c'était ça le plan. Finalement, j'ai fait mes études. J'ai fait au bout de 3 ans un parallèle un diplôme de sciences en fait. Donc j'ai un bachelor de commerce et un bachelor de sciences. Donc un en management hôtelier et un en développement durable. Parce que au bout de ma 2e année et demie d'études en Australie, j'ai découvert une passion pour l'environnement et tout ce qui était sustainability, donc développement durable, faire attention à la biodiversité, etc. Donc j'ai décidé de passer un mineur aussi en développement durable. Donc je suis restée 7 ans en Australie. D'accord. Où j'ai, au bout de mes études, donc j'ai fait 4 ans du coup,
Je suis devenue ingénieure réseau. Alors moi, tout ce qui est computing, voilà, réseau et tout, c'est ma passion. Mon père était ingénieur informatique, donc j'ai un petit peu pris la relève, on va dire. Mais au bout de 3 ans, je me suis rendu compte que c'était pas trop moi ça, en fait. Donc le rapport avec l'humain, oui, mais tout ce qui était le côté faire du chiffre, faire de l'argent, etc., c'est pas ce qui me motive en fait dans la vie. Mais tu as pas gardé un peu ce petit côté finalement le côté d'aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors oui, tout ce qui est gestion, management, leadership, bien sûr, c'est quelque chose qu'on retire beaucoup de cette culture anglo-saxonne finalement. Puis j'ai vécu longtemps. Et donc bien sûr que ça fait énormément partie de moi, mais c'est pas ma motivation première quand je crée des entreprises ou que j'aide des gens à créer la leur. Pour moi, je leur dis, si vous partez du principe où vous avez envie de faire de l'argent avant de faire quelque chose avec votre cœur, ça va peut-être marcher un temps, je vais pas vous dire que ça va pas marcher, mais il y a un moment, ça va être incohérent avec votre vie. Donc soit vous allez vous perdre, vous allez devenir quelqu'un que vous n'êtes pas, et c'est très bien si vous êtes heureux là-dedans, il n'y a pas de souci, mais si vous voulez vraiment être vous-même, commencez par faire quelque chose avec le cœur et allons essayer de capitaliser en fait sur quelque chose que vous allez faire avec votre cœur. Voilà, c'est comme ça plutôt que je vois le côté business aujourd'hui. D'accord, voilà. Donc c'est comme ça après que tu as créé Lily Workshop principalement. C'est ça. Et pour Prima Babies. Voilà. Et pour Prima Babies, ça a été... En fait, j'ai créé Prima Babies en février 2016 et j'ai créé Lily's Workshops en juin 2016. Parce qu'en fait, je travaillais sur le projet du coffee shop depuis 1 an et demi, donc le coffee shop de mon nom, avec mon ex, donc le père de ma fille. Et donc on a travaillé sur ce projet ensemble pendant 1 an et demi. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout aller entre nous. Et puis on a pris énormément de temps à se séparer. Et puis finalement on s'est séparés. Donc j'ai lâché le coffee shop, bien sûr, et j'ai ouvert ma structure pratiquement en même temps. Chose qui m'a beaucoup reproché parce que c'était 1 an et demi de notre vie. Comment je peux ouvrir mon truc? Sauf que à un moment donné, on va dire que je ne faisais plus confiance et j'ai dû faire quelque chose pour moi. Comment tu t'es imposée du coup dans cette relation? Dans ma relation en tant que femme, te séparer et de pouvoir maintenant dire moi c'est Julie et je fais ce que je veux. Je pense que j'ai toujours été détachée de lui. Après, j'ai eu du mal à me séparer de lui par rapport à ce qu'il représentait, donc le père de mes enfants. De mes enfants jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Mais en fait, je pense surtout peur du regard des autres. Ah, mais comment tu vas faire? T'es une femme seule avec un enfant, ça va être dur. Ah, mon Dieu, comment tu vas faire? Ta boîte, etc. Comment tu vas concilier être femme seule, élever un enfant, avoir une entreprise, etc. Mon Dieu. Oh. Et je t'avoue que pendant 2 mois, c'était ça. Mais finalement, ça a été 2 mois d'ajustement, ça a été dur. Je vais pas dire que ça n'a pas été dur, bien sûr que ça a été dur. Mais je suis ressortie de là encore plus forte, encore plus grandie, encore plus déterminée. Et je suis très heureuse aujourd'hui qu'on puisse avoir une relation de parents qui se passe bien. Et j'ai beaucoup grandi grâce à cette souffrance, grâce à cette séparation. J'ai créé tellement de choses. Peut-être à l'époque, c'était pour compenser ça, mais vraiment, ça m'a vraiment permis de grandir en tant que femme, en tant que maman, de définir ce que je voulais, de définir ce que je ne voulais plus jamais vivre, de prendre conscience que le bonheur, on peut se créer toute seule aussi, et que c'est très important de ne pas avoir peur de la séparation ou peur du jugement, parce que au final, je me suis rendu compte que je me jugeais beaucoup et que ça, c'était beaucoup plus dur à encaisser que le jugement des autres, parce que finalement, quand je rentre chez moi, les autres, je peux les mettre de côté, en vrai, mais je vis avec moi-même. Et je me suis infligé énormément de souffrance, physiquement, émotionnellement. J'avais un petit bout de chou dont je devais m'occuper. J'ai perdu ma 2e fille entre-temps. Il y a le coffee shop qui ouvrait. Je devais m'occuper aussi d'ouvrir ma boîte. Donc ça faisait énormément d'un coup. Il y a un moment donné, je me suis dit, mais je comprends les gens qui ont envie de se mettre en l'air, en fait. Il y a des moments, voilà. Alors que... C'est suite à quoi où tu as vraiment eu ce moment où tu t'es sentie le plus mal? 3 mois après que j'ai perdu ma 2e fille. D'accord. Ça a commencé 3 mois après et avec les tentatives vaines d'essayer de parler avec son père en lui disant, écoute, je me sens vraiment mal en fait par rapport à tout ça. J'ai quelque chose qui va pas en fait. Je suis pas du tout en accord avec
la décision qu'on a prise, même si c'était vital, c'était important en fait de ne pas garder cet enfant. Il y avait tellement de risques que j'y passe, qu'elle y passe, d'un nouvel accouchement prématuré. Ça c'est très compliqué. Parce que c'est ça, voilà. Ta première était aussi une enfant prématurée. Ma première fille était prématurée et ma deuxième fille, j'ai dû donc avorter assez vite parce qu'il y avait énormément de risques d'hémorragie pour moi, que je meure à la naissance, que ma fille aussi ne reste pas. Les 2 grossesses étaient beaucoup trop rapprochées, mon utérus n'était pas guéri encore, donc je sais que c'est des choses des sujets qu'on n'aborde pas forcément, mais je trouve que parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont sûrement jugé, hein, pas en face. Je n'ai jamais ressenti un jugement de la part de mes proches ou de mes amis. Et même quand j'en parle, aujourd'hui j'en parle ouvertement parce que je trouve que c'est important d'en parler. Pas tout le monde avorte parce qu'on n'a pas les moyens financiers, par exemple, ou on n'est pas dans un cadre familial qui nous permet de garder l'enfant. Moi, mon avortement était nécessaire pour ma vie, en fait. J'aurais pu... Ça a dû être très difficile pour toi de faire ce choix. Oui, surtout que quand j'avais 25 ans, on m'a diagnostiqué avec une endométriose aiguë, donc on m'a dit que je pourrais jamais avoir d'enfant, donc je tombe enceinte une 2e fois et de devoir la laisser partir, mon Dieu, j'avais dit je pleurais pas, mais ouais, devoir la laisser partir c'était dur, mais je sais qu'elle est très bien où elle est aujourd'hui. Voilà, je sais pourquoi elle est venue. J'ai fait mon travail spirituel, j'ai fait mon travail d'acceptation. Et je sais aujourd'hui pourquoi elle est là, pourquoi elle était là, pourquoi elle a dû partir, et je sais qu'elle est toujours là. Voilà, je sais qu'elle est là. Donc tu es une femme qui a été diagnostiquée d'endométriose. Ouais. Tu es ta première fille, donc prématurée. Ouais. Tu peux nous dire un peu comment ça se passe, ces moments-là? Quand on a un enfant prématuré? Oui. Déjà, on ne s'y attend pas. Je pense que c'est la première chose à dire. On ne s'y attend pas. Moi, j'ai une grossesse magique. Tout allait très bien. Bon, j'ai eu les nausées et tout. On va pas dire que les 3 premiers mois, c'était horrible. Voilà, j'ai perdu 6 kilos. Je savais même pas qu'on pouvait perdre du poids en début de grossesse. Mais oui, on peut. Mais j'ai repris 12, 3 mois après. Et j'ai eu une grossesse qui a duré 6 mois et 2 semaines, en fait. Et c'est fou parce que les 2 semaines avant qu'elle naisse, je commence à ressentir des trucs. J'ai ressenti un blop, comme ça. J'arrive pas à le décrire autrement. Un blop, comme ça. Et en fait, c'est mon col qui s'ouvrait. Donc là, je me suis dit, bon, il y a un truc qui est bizarre. Puis d'un coup, je sentais moins le bébé. Ok, je me dis, bon, ça doit être... Peut-être je suis fatiguée. J'étais extrêmement fatiguée. Par contre, cette période-là, et puis je décide d'aller voir ma gynéco. Donc là elle me dit votre col est ouvert à 1,5. En fait c'est elle qui a paniqué. Et le truc c'est que elle panique, ça m'a fait paniquer. Du coup j'ai pleuré. J'ai dit mais alors là qu'est-ce qui va se passer? Et je trouve que aujourd'hui ce que je fais au sein de l'association, c'est informer plus les mamans justement qui sont dans le même cas moi aussi. Et je fais un peu le lien entre ta question et aujourd'hui parce qu'au final c'est toutes les informations que j'ai reçues avant que ma fille naisse, pour moi, aujourd'hui, c'était des informations fausses. Pas fausses, mais mal diffusées. Mal diffusées, oui, voilà. D'accord. Ça a été... elle m'aurait plus dit, écoutez, rentrez chez vous, on va surveiller. Parce que je pense qu'elle aussi, c'était une jeune gynécologue qui n'avait pas forcément l'habitude d'être face à des cas de prématurité comme ça, ou des cas de « mon Dieu, le col est ouvert 3 mois en avance, qu'est-ce qu'on fait ?» Du coup, elle a appelé le SAMU. J'ai dû attendre dans le cabinet gynécologique alors que j'aurais pu y aller. Ça, c'est quelque chose aussi, voilà. Alors que j'aurais pu y aller moi-même. J'aurais pu aussi rentrer chez moi et avoir une sage-femme qui venait. Je pense que psychologiquement, ça aurait été beaucoup plus simple pour moi de gérer le fait d'être seule ou de me retrouver seule dans une chambre d'hôpital, à me dire, mon Dieu, mais là, qu'est-ce qui va se passer? À devoir rester allongée. Oui. Mon Dieu, avec mon tempérament hyperactif, c'était un petit peu compliqué. Mais j'arrêtais pas de me dire, non, mais je suis dit, là, t'es là pour ta fille, tu fais pour ta fille. De toute façon, là, on est là pour l'enfant. On prend soin de soi, mais pour elle au final. Et moi, tout mon truc, c'était est-ce que le bébé va bien? Tous les jours, est-ce que le bébé va bien? Ok, c'est bon, bah là c'est bon. Au bout d'une semaine, le soir d'une super lune, merci mon enfant, de juillet, donc voilà, en 2014. Donc voilà, là je sens qu'elle va arriver. Hein. Donc mon col là s'est ouvert à 5 d'un coup, ils m'ont mis les piqûres. Donc ça s'est un peu passé
comme dans un film, je vais pas raconter mon accouchement parce que je sens que personne va plus jamais vouloir avoir d'enfant après, donc vaut mieux pas. Mais j'ai eu un accouchement un peu genre un film de Hitchcock, tu vois, c'était assez, assez hardcore, on va dire. Mais vraiment, c'est marrant parce que ça me donne aujourd'hui, pendant 1 an et demi, je me suis dit plus jamais je peux avoir un enfant, c'est mort, plus jamais. Et finalement, avec tous les processus de guérison, le fait que ma fille ait bientôt 5 ans aujourd'hui, et puis je me suis réconciliée avec moi-même, mon utérus, mon âme, et tout ça. Et puis là, je me sens prête. Là, ça y est, là, je sens que je me sens prête à en faire un 2e et peut-être un 3e. Si l'univers le veut bien, on verra. Est-ce que pour toi, tu t'es sentie soutenue par ton entourage et même par les professionnels de la santé pendant cette épreuve? Oui. Oui. Très différemment. Chaque personne a été très différente. Alors, on va commencer par les professionnels de santé. Alors, on va dire que d'un côté, j'ai eu de la chance que ma fille soit née prématurément. Parce que du coup, pendant 2 mois et demi, donc pendant 10 semaines, et je dis ça, je sais, c'est fort ce que tu dis. Ça paraît bizarre de dire ça, mais en fait, j'ai beaucoup appris sur comment fonctionnent des unités de réanimation, de soins intensifs, de néonatologie, des gens qui perdent leur enfant. J'étais dans une chambre, Naya était dans une chambre à un moment donné, où j'ai une dame qui a eu des jumelles. Tu vois, tout ça, ça m'a donné vraiment envie de créer cette association, en fait. Et c'est pour ça que je dis que j'ai eu de la chance, parce que j'aurais pas vécu tout ça. J'aurais pas fait la moitié des choses que j'ai fait aujourd'hui. J'aurais peut-être pas la force. Ça a vraiment eu un gros impact sur ta psychologie. Sur ma psychologie, sur ma façon de vivre, la vie aussi, de me dire, mais j'ai envie de vivre cette vie à fond. Il n'y a pas un jour où je me lève et je me dis, oh mon Dieu, c'est horrible. Non, non. Et même si des fois c'est horrible, mais c'est pas grave. Et du coup, pour en revenir au soutien, les équipes médicales ont été incroyables. On les aidait beaucoup aussi parce que du coup moi je passais 8 à 9 heures par jour et j'étais là depuis 6h45, 7h pour faire le bain, parce que ça c'était très très important pour moi, il fallait que je fasse le bain de mon enfant. C'était un des seuls gestes qu'on peut faire quand on a un enfant prématuré. C'est très important en fait de pouvoir toucher son enfant, de pouvoir le laver, lui mettre sa petite couche, voilà, les trucs que des mamans de bébés qui naissent à terme on se pose pas vraiment la question. Tu ressentais quoi pendant tous ces moments? Écoute, beaucoup d'amour, juste ça, parce que on vivait au jour le jour. Naya pèse tant aujourd'hui, top. Naya a pas pris de poids le lendemain. Ah, mince. Naya a fait 4 bradycardies dans la nuit, que j'étais pas là, mon Dieu. Naya a une vénite aujourd'hui, qui a duré 10 jours. Donc là, c'est les veines de partout sur le corps. Donc quand tu arrives, là, qu'est-ce qui se passe avec s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe? Elle a une vénite, c'est une infection du cathéter, en fait. C'est un truc très courant, mais ce qu'on te dit pas, c'est que l'enfant peut mourir. Mais bien sûr, ça, on va pas te dire sur l'instant. Oui. Donc, ils traitent l'enfant au fur et à mesure et tout. C'est à la fin aussi de son hospitalisation que j'ai vu la tonne de choses qu'ils ont dû avec lesquelles ils ont dû l'injecter, en fait, genre des taux de caféine, mais comme ça, je sais même plus les ratios aujourd'hui. Et puis au début, après, il fallait faire un sevrage, donc c'est comme si elle était addicte au café. Elle est addicte au café d'ailleurs aujourd'hui. Non mais elle aime bien le goût, quoi. Oui. Voilà. Donc c'était la caféine, c'était pour stimuler le cœur, donc il fallait absolument stimuler son cœur. C'était un tout petit cœur comme ça, je sais pas si tu imagines la taille de ma fille. Elle faisait 33 cm. C'est-à-dire que sa tête posée là entre mes seins, ça faisait ça. Je sais pas si tu vois la taille, ça faisait la taille de mon poing. Voilà, sa tête faisait la taille de mon poing. Sa main faisait la première phalange de mon petit doigt. Donc quand elle mettait sa main là autour, tu vois là, oui. Tu mets la main autour du doigt, ça faisait ça, sa main. Voilà, sa main. C'est impressionnant. Des fois quand je la regarde, je me dis mais. Tu arrivais à dormir? Oui, j'avais pas le choix. En fait, on me faisait culpabiliser. On me disait, si vous dormez pas bien, de toute façon, j'étais tellement épuisée, je pense. Oui. On me disait, c'était très important pour moi d'allaiter mon enfant. C'est très important d'allaiter son enfant de base, mais c'est très important pour un grand préma aussi de pouvoir recevoir le lait qui a été fait pour lui de sa mère. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je prône. J'accepte totalement les femmes qui ne veulent pas allaiter, je comprends totalement. Mais c'est vraiment quelque chose que je vais mettre en avant.
Voilà, c'est important pour moi, donc je le mets en avant. Si en face j'ai de la réceptivité, c'est très bien. Sinon, voilà. Mais ce que j'ai ressenti, c'est vraiment de le faire au jour le jour. Le soutien de l'équipe médicale qui nous apprend les gestes à faire, comment mettre la couche, comment faire le biberon au bout d'un moment. Ça, c'était longtemps après. On essaie de lui faire prendre le sein. Ma fille a peut-être pris le sein 3 fois. C'était pas du tout le truc parce que du coup, l'effet de succion est venue beaucoup plus tard et c'était plus pour la tétée après, parce qu'elle était nourrie en sonde. Donc d'abord en sonde par la bouche et puis après en sonde qui passait par le nez et qui allait jusque dans l'estomac. Donc on mettait dans des grandes seringues le lait et on s'était au compte-gouttes pendant tant de temps. Des fois elle faisait des reflux, donc il fallait redonner. Donc voilà, c'était... moi c'était juste, fallait que je m'occupe de mon enfant. Donc j'ai fait exactement comme une maman qui a un enfant qui naît à terme. Je me suis occupée de mon enfant. Comme les circonstances le permettaient en fait. On s'adapte au jour le jour aux circonstances qui nous sont offertes. Il y a des jours, elle était très fatiguée, la puce, donc on ne pouvait pas la sortir et la mettre en peau à peau. C'est pas arrivé beaucoup, mais c'était des jours où c'était difficile pour moi de me dire non, mais je disais mais c'est bon, je préfère la laisser là. Du coup, je dormais à côté d'elle. Après, le soutien de l'entourage était différent. Moi, ma mère, elle était désemparée. Parce que je suis son enfant et qu'elle comprenait pas pourquoi il m'arrivait ça. Voilà. À un moment, je lui ai même dit, maman, arrête de venir, parce que si c'est pour venir et qu'en fin de compte, c'est à moi de te rassurer. Je dis, déjà que les durs pour moi. Hein. Si en plus faut rassurer sa maman, ah non. J'ai dit non, je gagne pas. Donc elle faisait ce qu'elle pouvait, c'est-à-dire elle m'aidait pour le ménage, elle faisait à manger, elle passait du temps avec moi quand je rentrais le soir. Voilà, juste en fait sa présence a été vraiment importante. Et puis le papa de Naya aussi a été très présent quand même les premiers mois. Il faisait du pot à pot, il était là aussi pour sa fille. On était en pleine création du projet du Kofi aussi, donc il était beaucoup en rendez-vous. Donc on va dire qu'il faisait son maximum, voilà, pour être là, mais il a quand même beaucoup été là pour elle et pour moi aussi. On a fait beaucoup de mantras aussi avec elle. Je lui lisais des livres quand elle était en couveuse. Donc vraiment le stimuli physique, émotionnel et psychologique et neurologique, c'est très important. Il faut être présent. Et si demain tu rencontres une femme qui vit ce genre d'épreuve, qu'est-ce que tu lui dirais? J'en rencontre toutes les semaines. Toutes les semaines. Parce que je suis en néonate ou en soins intensifs toutes les semaines. J'essaye d'y aller, je dis toutes les semaines, mais toutes les 2 semaines vraiment. On va dire que j'y vais 1 ou 2 fois par mois. Justement pour parler aux mamans et leur dire que l'association Prima Babies existe et que on est là en fait et qu'elles sont pas toutes seules et ça leur fait énormément de bien. En fait, c'est vraiment, je vais pleurer à chaque fois. À chaque fois, je vais pleurer parce que je sais ce qu'elles ressentent en fait. Et c'est pas ma souffrance que je prends, et je prends même pas, c'est juste que je suis empathique. Je sais très bien ce qu'elles ressentent. Je sais qu'elles sont pressées de sortir. Il y a une différence entre les mamans qui sont encore en soins intensifs et les mamans qui sont en néonate dans les chambres qui vont partir dans quelques jours. L'énergie est complètement différente. Là, c'est une énergie de soulagement. Là-bas, c'est une énergie de... je sais pas de quoi demain est fait, donc je vis au jour le jour et je donne tout l'amour que je peux à mon enfant en fait, parce que je sais pas si demain je vais pouvoir lui donner encore. Voilà. Donc je valorise toutes ces mamans et tous ces parents qui vivent ça et vraiment de leur dire elles sont pas toutes seules. Moi aussi j'ai vécu ça. Il y a beaucoup des bénévoles qui sont dans l'association qui l'ont vécu aussi. Il y en a qui ont vécu des choses très dures. Il y en a qui ont perdu leur bébé. Donc j'ai vraiment de tout. On a vraiment de tout dans l'association. Donc il y a vraiment une oreille pour chaque cas. Même si chaque cas est unique et chaque cas est différent, on a toutes finalement les mêmes ressentis. Et je parle des mamans qui sont au sein de l'association et les mamans qui ont vécu cette prématurité, de ressentir un peu cette culpabilité d'avoir accouché d'un enfant trop tôt. On se pose énormément de questions. Est-ce que tu te sens coupable aujourd'hui? Oui. Non. Mais ça m'a pris du temps avant de passer outre ça. Et puis après, il y a eu aussi l'avortement de Victoria qui était... Wow, là, je ne me serais jamais dit que j'allais faire ça un jour dans ma vie. Mais on m'a clairement dit... Là, c'est dur. Là, ça va être compliqué parce que votre utérus n'est pas guéri, parce que vous pouvez mourir en fait. Donc, accepter ça, c'était dur. Donc, ça m'a pris 2 ans environ avant de lâcher un peu tout ça. Il y a des moments où je me sens coupable de travailler beaucoup, mais c'est pas pareil. Oui. Là, je pense que c'est différent. Je pense que chaque parent qui passe
qui essaye de passer du temps avec ses enfants, mais qui a aussi des choses qu'ils ont envie de créer pour eux, parce que j'ai aussi mes rêves à côté de femme. Même si je suis sa maman, mais je peux pas non plus la mettre au centre de tout. Elle est au centre de mon cœur, ça c'est sûr. C'est elle qui m'aide à faire tellement de choses. Mais tous mes enfants, ceux que j'aurais appris aussi, je pense que c'est un moteur de création, un enfant. C'est hyper important. En tout cas, moi, ça m'a donné des ailes. Je concilie très bien mon rôle de femme aujourd'hui et mon rôle de maman, mon rôle de présidente d'association, mon rôle de chef d'entreprise. Mais il a fallu du temps. Ça vient pas comme ça. Le temps de construire. Bien sûr, le temps de construire, le temps de se casser la figure aussi des oui, fois. il en faut. Ah oui, les moments où ma fille, pendant 3 mois, me fait des crises de nerfs parce que madame se sent mal aimée, parce que sa maman travaille beaucoup, ça aussi c'était dur à encaisser. Ça aussi, ça fait culpabiliser parce que je me dis, mais je passe à côté de choses, qu'est-ce que je suis en train de faire, mon Dieu, non. Puis jusqu'à ajuster en fait tout ça, ajuster toutes les énergies, toutes les émotions qui se passent, et on est des êtres humains, donc ça explose. Puis moi, je suis une petite fille, donc voilà, qui est petite encore, et puis qui est une fille, donc mon Dieu, avec les émotions que cela implique, et puis avec tous les cycles aussi que ça implique, les cycles émotionnels qu'elle peut avoir, et puis avec les miens aussi. Donc c'est totalement possible de concilier tout. Il faut juste se donner les moyens et se dire faut se poser les bonnes questions. Pourquoi je fais ça? Donc est-ce que mon pourquoi il est légitime? Est-ce que je sens que mon cœur il va vite? Est-ce que je me sens bien quand je parle de mon pourquoi? Comment je peux finalement compartimenter mes activités pour avoir du temps? Là aujourd'hui je ne travaille pas les week-ends. À partir du vendredi 15h, allez maximum 17h. Après 17h, oubliez-moi. C'est le week-end, c'est pour ma famille et pour moi. Il en faut. Pour ma famille, c'est important. Voilà. Il faut. Ne pas perdre ça de vue. Exactement. Voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup, Julie. Merci. C'est vraiment une belle force de la nature et Merci. j'espère que tous tes rêves vont se réaliser. Merci tu mérites beaucoup, énormément. Vous pouvez retrouver Julie sur sa page Facebook et sur sa page Instagram. Je vous remercie, c'était le Serena Talk Show. À bientôt.